Hello, tu vas bien? Salut Dylan, Comment ça va? ça va, super. Écoute, je sais que tu as déjà échangé un peu avec Dora, donc on va faire un petit récap de où tu en es. Actuellement, donc tu as fait un master déjà de base à Télécom, que tu as complété avec un MBA à Westford. Et ton dernier C'est diplôme, ça, c'est un master en audit et contrôle de gestion que tu voulais faire pour approfondir un peu les choses que tu as fait à l'INSEC. exactement. Tu as eu pas mal d'expériences déjà, tu as travaillé chez H2O en asset management, ou tu as travaillé sur les SICAV, les FCP. Tu as C'est aussi ça. bossé en audit interne chez IDEX. Je crois que c'est là que tu es actuellement, c'est ça? Alors, c'était ma dernière année d'expérience, mais là où Ok. je suis actuellement, c'est chez Aboca, c'est un laboratoire pharmaceutique En tant que et je comptable. travaille en tant qu'assistant comptable en fait. Ok. Ok. Oui, En termes d'ambition, j'ai cru comprendre que toi, tu voulais rejoindre la direction financière d'une entreprise tout à après fait. avoir passé plus ou moins 4 à 6 ans en audit financier. C'est ça, exactement. Ok. Et là, la problématique qui se pose dans les médias pour toi, c'est une problématique de candidature. Justement, oui. Ok. Donc, t'as un peu de mal à structurer ton CV, tu veux savoir comment défendre ton parcours lors des entretiens, Oui, et puis déjà, en premier temps, on va dire réussir à décrocher des entretiens. justement, exactement. Ok. Déjà, j'ai besoin d'avoir une compréhension de quelle rentrée tu vises pour l'audit financier. Alors, moi, j'irai plutôt sur la rentrée prochaine, hein, c'est-à-dire à partir de septembre 2025, si ce n'est pas déjà trop tard en fonction des programmes de recrutement des cabinets. Mais moi, voilà, a priori, c'est pour la rentrée prochaine, septembre 2025. Ok. Au niveau des candidatures, tu as commencé à candidater quand pour septembre 25? J'ai commencé depuis le mois d'octobre 2024, donc j'ai commencé à postuler progressivement. Alors pour t'expliquer un peu mon parcours, parce que justement après, à la fin de mon alternance chez IDEX Service, là, vu que j'étais là-bas en tant qu'auditeur interne, j'avais été recommandé par mon manager directement au DAF sur le pôle gestion des déchets et valorisation des déchets pour les transformer en source d'énergie, donc au poste de contrôleur de gestion. Et entre-temps, juste avant la fin de mon alternance chez eux, j'avais eu à côté également l'offre d'assistant comptable que j'avais accepté parce que à la base, vous savez, les étudiants étrangers, on est tous confrontés à un problème, c'est le problème de changement de statut. Et donc, vu que pour moi, c'était une opportunité donc de changer mon statut, avoir une stabilité administrative, avant bien sûr euh, en gros pour pouvoir changer de statut et viser un poste idéal en fait. Donc moi j'ai commencé juste après le mois d'août, à partir de septembre, j'ai commencé auprès des laboratoires Abuka, donc en tant qu'assistant comptable. Et entre-temps, j'avais eu aussi la confirmation du poste de contrôleur de gestion là où j'étais en alternance. Donc en gros, il y a eu un décalage d'un mois. Et j'avais commencé déjà les démarches pour le changement de statut et j'avais eu mon récépissé pour le poste d'assistant comptable. Et quand j'ai eu la confirmation du poste de contrôleur de gestion, donc eux, ils voulaient pas faire de demande, par exemple, pour avoir d'autorisation de travail. Donc, ils voulaient partir directement sur la base d'un passeport talent. Donc, car en fait, ils m'avaient fait une offre qui valait le passeport talent. Sauf que, administrativement, vu que j'avais déjà le titre de séjour salarié d'un an, j'avais le récépissé qui était prêt, je pouvais plus en fait prétendre faire la demande de passeport talent. Je l'ai fait de toute façon et jusqu'à présent, ben, ça n'a pas abouti. Et donc, l'offre de contrôleur de gestion, donc finalement, l'entreprise IDEX s'est désistée pour faute de titre de séjour valable. Donc, en gros, mon objectif, effectivement, c'est d'accéder à une direction financière à long terme. Et je me disais que le poste de contrôleur de gestion junior qu'on m'avait proposé était un tremplin déjà pour pouvoir commencer auprès d'un senior, un RAF, un jeune RAF, et pouvoir évoluer progressivement. Donc, vu que ce poste n'a pas abouti finalement, donc je suis resté dans mon poste d'assistant comptable. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à viser des postes en audit parce que je me disais que en tant que junior,
l'opportunité d'accéder au poste de contrôleur de gestion n'étant pas aboutie, donc la seule alternative, c'était de passer en fait en audit financier, qui est vraiment le chemin royal pour pouvoir accéder par la suite à un poste de contrôleur de gestion. Parce que dans la plupart des offres, c'est vraiment, ça fait partie des prérequis, passer en audit au minimum 3 ans, et en particulier si on a la possibilité de passer par un Big Four. Donc, à partir de cet instant, j'ai commencé à postuler progressivement. Ok. J'ai commencé à enchaîner des refus, j'ai refait mon CV, j'ai essayé de l'adapter, de réadapter. Donc, finalement, je me dis peut-être qu'il y a un problème, en fait, au niveau de la structuration de mon CV, ou bien que c'est peut-être mon parcours qui n'est peut-être pas idéal, en fait. En fait, il y a beaucoup de remises en question qui m'est venues à l'esprit, et après, donc, je me suis dit, certainement, j'aurais besoin d'un accompagnement. Quand j'ai fait la découverte parce que j'étais suivi aussi sur LinkedIn par rapport à tes posts sur l'audit, le parcours junior et tout. Donc, j'ai suivi pas mal de vidéos YouTube également que tu as postées et que tu continues de poster. Voilà. Ok, c'est assez clair. T'inquiète, t'es pas le seul à être dans la situation de candidater, de tout prendre des refus sans savoir pourquoi. Ouais, Du ouais, coup, toi, t'as commencé à candidater en octobre 2024. Combien de tout à fait. retours t'as eu pour l'instant? Je dirais plus d'une centaine de retours, sinon plus, hein, parce que bon, je comptais à un moment donné, mais après j'ai arrêté. J'essaie de partir sur la plupart des sites d'emploi, que ce soit sur LinkedIn avec les fonctions de recherche, avec les techniques de recherche je me suis renseigné, et après sur l'offre aussi Hello Work, Welcome to the Jungle, tous les autres sites, on va dire, tous les autres sites d'annonces où on peut trouver des offres. Donc, j'ai essayé de m'inscrire, et aussi j'essaie de postuler simultanément à des offres aussi en audit financier, généralement auprès des cabinets, que ce soit des petits cabinets ou des Big Four. Mais j'ai toujours pratiquement les mêmes retours, en fait. Ok. Donc, t'as combien de retours? Donc, t'as une centaine de retours. T'as combien de retours positifs? T'as eu combien de process avancés pour l'instant? Aucun, Ok. vraiment, aucun retour positif. Dans tes candidatures, quel poste tu visais? Uniquement l'audit financier ou tu élargissais aussi à d'autres métiers? Alors, je cherchais l'audit financier. En parallèle, je me disais, si je voyais des offres en audit interne, je postais éventuellement, parce que je me dis, à défaut d'avoir de l'audit, en fait, un poste en audit financier, donc l'audit interne aussi se rapproche un petit peu plus à ce que je cherche. Donc, je visais prioritairement, en tout cas, l'audit financier, et de temps en temps, quand je vois des offres en audit interne ou en contrôle de gestion aussi, je poste junior, donc je postulais. Ok. Pour l'audit financier, c'est quelle taille de cabinet pour lesquels tu candidatais? Généralement, c'est des tailles, on va dire que c'est de taille moyenne, hein. Donc, si on prend par exemple, généralement, même les cabinets qui font 50 salariés, les très petites cabinets, taille aussi, hein, une vingtaine de salariés. Donc, je postais. De toute façon, moi, ce que je visais, c'était parce que j'ai envie d'apprendre, en fait. Et je sais que bah, l'audit financier, donc en tant qu'auditeur, en fait, on est amené à examiner, en fait, à contrôler, en fait, on va dire ce que les comptables ont fait, en fait. L'idéal, donc, c'est pour pouvoir donner quand même un niveau de certitude, en fait, aux parties prenantes, aux différents partenaires, que, bien sûr, que les comptes ont un caractère sincère, fidèle, et qui reflètent vraiment la situation réelle de l'entreprise. Donc, je me disais, peu importe la taille du cabinet, tant que j'ai la possibilité d'apprendre déjà les bases, de consolider en fait ces bases, et pouvoir évoluer. Par exemple, si je passe 1 ou 2 années dans un petit cabinet et que j'ai la possibilité d'avoir un cabinet de taille intermédiaire, pourquoi pas donc viser un peu plus haut vers les cabinets tels que le cabinet Mazars, Forvis et BDO, pourquoi pas, et ensuite progressivement atteindre les Big Four. Donc, c'est ce que j'avais décidé finalement. Je me dis, bon, peut-être que les Big Four, j'ai essayé de me renseigner un peu en fonction de leurs critères de sélection. Donc, j'ai cru comprendre qu'ils ils ont sous forme de, en fait, ils ont certains partenariats avec certaines écoles, qui fait que ils donnent une priorité en fait à des lauréats d'une certaine catégorie d'écoles par rapport à d'autres. Donc, je me dis peut-être que j'ai très peu de chance auprès d'eux. Cela n'empêche, hein, je postulais à chaque fois que je vois, par exemple, si je pars sur le site de KPMG, l'offre par rapport aux juniors pour la rentrée de septembre 2025, que ce soit pour un poste sectorisé ou non. Donc, je postulais en fait. L'idéal serait quand même d'apprendre, et d'apprendre vite surtout, et afin d'évoluer en fait. Donc, juste pour synthétiser la chose,
Oui. Pour la majorité de tes candidatures, c'était des grands cabinets ou des cabinets qui étaient inconnus? C'était des cabinets inconnus et des cabinets connus. En fait, Ok. c'était le Tu tout à la mélangeais fois. Donc, j'avais tu pas candidatais pour tout le monde. Ok. exactement, tout à fait. Comment est-ce que tu les identifiais? Sur quel site? Tu parlais de LinkedIn et le Word. La plupart du temps, tu utilises quel site pour identifier ceux qui recrutent? Alors, prioritairement sur LinkedIn, vu que je suis permanemment chaque jour, on va dire, sur LinkedIn, et quand je vois, par exemple, l'offre de la part d'un cabinet, donc je pars directement sur le site officiel. Je sors en fait de LinkedIn pour aller sur le site et vérifier si l'offre est toujours d'actualité, parce que la plupart des temps, on se rend compte que LinkedIn, l'offre est toujours valable là-bas, mais quand on part sur le site, on trouve que elle n'est plus d'actualité. Donc, je partais toujours sur le site officiel de la boîte en question et je check si je trouve que l'offre est toujours présente. Donc, je postule directement. Ok. Donc il y a ça, je comprends bien ta méthode de candidature et du coup t'as pas eu de retour depuis octobre 24. Pour comprendre un peu C'est comment ça. tu t'organises en termes de temps à candidater, tu le fais toutes les semaines, tous les jours, comment tu t'organises en général? T'as un peu arrêté depuis ou tu Tous continues les toujours à jours. candidater aussi fort depuis octobre? J'ai pas arrêté. Même ce matin, je pense avoir postulé. En gros, moi, à chaque fois que j'ai un peu de temps de disponibilité, que ce soit au travail, hein, donc lors de la pause déjeuner, quand je reçois une notification LinkedIn, parce que j'ai activé pas mal d'alertes, quand je reçois une offre, je vérifie. Et tant que j'ai la possibilité de postuler, je postule. Donc vraiment, il n'y a pas je n'ai pas fixé un créneau. Donc quotidiennement, je, j'essaie de postuler à chaque fois que que j'ai la possibilité. Ok, ça c'est clair. Est-ce que il y a d'autres sujets qu'il est important que je sache par rapport à tes candidatures? Est-ce qu'il y a d'autres infos Alors, qui te paraissent importantes? alors là, je suis en train de, parce que mon parcours quand même, il est un peu, pour t'expliquer, moi, je suis malien d'origine, donc j'ai une bourse d'études pour le Maroc où je suis allé, donc j'ai fait mes études de licence en finance comptabilité. Et en parallèle, pendant les vacances d'été, je travaillais en fait au niveau des centres d'appel, histoire en fait de pouvoir travailler un peu, se faire un peu de sous et organiser la rentrée suivante. Donc, j'ai travaillé en tant que conseiller clientèle au service client, notamment chez Bouygues Télécom, mais aussi au service client de Club Med, qui est un central de réservation des vacances, des séjours. Ok. Et j'ai travaillé progressivement en tant que conseiller client, puis en tant que contrôleur qualité, où j'auditais les appels téléphoniques, que ce soit à chaud ou à froid, au moment où les conseillers sont en communication. Et après, j'ai eu un poste de manager à Marrakech, où j'avais à peu près une équipe une dizaine de personnes sous ma responsabilité à les encadrer pour pouvoir évoluer, monter en compétences en termes de maîtrise des process, en termes même de l'amélioration de la qualité de la productivité. Donc, j'ai fait ça en parallèle, je faisais en temps partiel et quand j'ai fini, j'ai même passé 7 mois après ma licence directement au Maroc pour faire. Et en parallèle aussi, j'ai eu la possibilité de travailler à temps partiel, en fait, entre-temps, donc au sein de l'ONCF, qui est l'Office national des chemins de fer, en tant que comptable fournisseur. En gros, ça concernait la saisie des pièces comptables, en fait, les factures fournisseurs, les lettrages, les paiements, en fait, l'organisation des lots de paiement des factures, aussi la gestion des relances des des fournisseurs lorsqu'ils ne sont pas payés à temps ou lorsqu'il y a des litiges, en fait. Donc, c'est un peu un parcours varié entre la comptabilité et la gestion des relations clientèle. Donc, je me disais que il fallait trouver en fait une bonne articulation, une manière assez structurée pour bien présenter peut-être mon parcours afin que ça soit un peu plus attirant auprès des recruteurs. Ouais. En fait, je comprends le sujet. En gros, tu te dis que tu as des expériences un peu variées qui sont parfois un peu éloignées de la finance. Et Exactement. tu te demandes quelle est la meilleure façon de mettre ça en valeur et de montrer qu'il y a une certaine cohérence. Par Tout à contre, le fait. point qui est important, c'est que cette réflexion-là, elle est valable dans le cadre d'un entretien. Genre, tu es en face d'un recruteur, il te demande OK. pourquoi tu veux faire de l'audit financier, et là, forcément, tu vas devoir lui répondre de manière intelligente. Mais toi, ton problème, il va plus loin que ça. Ton problème, c'est... enfin, moi, j'estime que dans les candidatures, on a deux types de problèmes. Premier problème, c'est de réussir à, à convertir ces entretiens, être bon le jour Oui. J. Mais toi, c'est pas ton Oui. problème à l'heure actuelle. Ton problème à l'heure actuelle, c'est vraiment de décrocher des entretiens.
C'est ça, exactement. Donc, pour moi, pour le sujet de décrocher des entretiens, il n'y a que deux choses qui vont pouvoir t'aider. La première D'accord. chose, ça va être ton dossier de candidature. Donc, dedans, tu as ta lettre de motivation et ton CV. On va parler que du CV parce que je t'avoue que la lettre de motivation, c'est plus trop un sujet maintenant. Pour t'expliquer un peu les choses, moi j'avais été pris déjà à l'époque en 2019-2020 sans lettre de motivation. Donc 4 ans plus tard, 5 ans plus tard aujourd'hui, c'est encore pire. Enfin, la lettre de motivation elle est plus vraiment regardée. Quand je faisais passer des entretiens moi-même, on la regardait même pas pour te dire. Donc on va vraiment se concentrer sur le CV. Et la deuxième chose que beaucoup négligent, c'est la Mhm. méthode de candidature. D'accord. Et quand tu dis la méthode de candidature, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Alors, il y a différents sites qui existent, mais le premier site au niveau mondial de recherche d'emploi, tu le connais? T'as un avis? Euh, c'est attends, j'ai l'application, c'est non. En fait, je pense que parce que comment dirais-je, Indeed, voilà, Indeed, LinkedIn, bon, en fait, et Hello Work, ce sont les trois que j'utilise principalement. Est-ce que ça fait Ouais. partie de ces trois? Ben, en fait, c'est Indeed. C'est Indeed le D'accord. site le plus populaire qui a le plus d'offres au niveau français, au niveau mondial. Et pour Oui. ne pas se perdre entre différents sites, moi, je conseille systématiquement de privilégier Indeed en premier lieu. OK. Sur Indeed, la stratégie, elle est simple, c'est ce que tu fais déjà sur LinkedIn, c'est de mettre en place des alertes. OK. Donc tu mets bien en place tes filtres sur le job, sur la zone géographique. Il faut que tu sois très Mhm. précis sur tes filtres pour ne pas être spammé par des alertes avec des offres qui vont pas t'intéresser. D'accord. Et tu mets des alertes quotidiennes. Comme ça, chaque matin, tu reçois les mails avec toutes les Oui. personnes qui ont posté avec tes critères précis. Et Mhm. l'astuce pour être convoqué plus rapidement pour on va dire les moyens petits cabinets, c'est de faire partie des premiers à candidater. OK. Pour les grands cabinets, ça va pas forcément jouer, mais pour les moyens petits cabinets, ça va vraiment jouer parce que faut vraiment comprendre que bah, derrière, tu n'auras qu'une seule RH en général dans les petits et moyens cabinets. Tu as une RH qui Mhm. va uploader une offre sur Indeed et qui chaque matin, quand elle va arriver, elle va vérifier sa boîte mail. Et forcément, c'est un peu la règle du premier arrivé, premier servi. D'accord. Donc, ça veut dire plutôt on postule, plutôt on a de la chance, on a plus de chances d'être recruté Ouais. que si on poste tardivement. OK. Imagine, tu as une RH qui poste une offre, tu vois, le soir, genre vers 16h, 17h, et toi, le lendemain matin, genre avant midi, forcément, tu lui réponds. Elle, le lendemain, elle a sa réponse, et il y a des chances qu'elle te convoque plus rapidement, quoi. C'est ça. D'accord, c'est noté. Maintenant, le sujet le plus important, c'est que c'est déjà un truc que tu fais déjà, c'est que tu as le réflexe de systématiquement aller sur le site du cabinet. Oui, Même si une offre est postée sur LinkedIn, tu m'as dit que tu allais quand même sur le site du cabinet, parce qu'en effet, exactement. c'est toujours mieux de faire ça parce qu'on ne sait jamais. Parfois, tu as un cabinet qui va poster des offres dans différents sites, différentes plateformes, LinkedIn, Indeed, etc., Hello Work, mais ils vont pas Mhm, forcément penser à aller vérifier chaque matin ce qu'ils ont reçu. Si tu vas sur le site du cabinet et que tu suis leur process classique, là, tu auras beaucoup mhm. plus de chances d'être repéré. Donc D'accord. moi, l'astuce que je te conseille d'avoir, c'est utiliser Indeed pour identifier ceux qui recrutent Mhm, et ensuite basculer sur le site du cabinet d'accord, pour aller candidater directement. ça marche. Maintenant, le sujet principal au-delà de ça, c'est que dans la majorité des cas, tes candidatures passent à la trappe. Ça, c'est un truc qui est structurel, c'est pareil pour tout le monde. J'ai même eu des gens avec des écoles parisiennes, genre l'ESSEC, le SCP, Mhm, qui cherchaient des offres dans des cabinets qui n'étaient pas forcément très connus et qui n'ont pas forcément de retour parce qu'il y a le fameux sujet des bots, des programmes informatiques qui vont accepter ou refuser de manière automatique les CV. Et je sais pas, enfin personne ne sait vraiment comment ça fonctionne, mais l'astuce qui a fonctionné pour moi, c'est très mhm. clairement de contourner ce système de bots et d'adresser directement ta candidature par mail à la RH. OK. J'ai quand même l'impression effectivement que la plupart des réponses sont tellement et puis le timing, entre en fait, le Ouais, délai entre
au moment où on postule et le moment où on retourne, on reçoit le retour en plein minuit, 1 heure, 2 heures du matin, je me dis, ça peut pas être un être humain qui est derrière tout ça, en fait. Ouais, Donc, je ouais, ça comprends c'est ce assez niveau. classique. Ouais, C'est assez d'accord, classique et ouais, parfois tu vas recevoir des retours à des heures pas possibles, tu vas pas forcément comprendre pourquoi et ça c'est les fameux bots quoi. d'accord. Maintenant, là, peut-être que tu te poses une question en te demandant comment faire pour envoyer un mail à la RH parce que c'est pas forcément des trucs qu'ils vont partager directement dans les offres. Souvent, tu vas avoir des mails génériques, par exemple contact@nom-du-cabinet.fr ou .com. Et en fait, l'astuce, c'est d'envoyer ton mail directement sur la boîte mail professionnelle de la RH directement. Imagine que toi, demain, tu travailles, je sais pas, dans un cabinet, tu travailles chez Mazar. Tu penses que ton mail, ce serait quoi? Première variable, c'est ce qu'il y a après le arrobase. Est-ce que c'est mazar.fr? Est-ce que c'est mazar.com? Est-ce que c'est forbismazar.fr? Etc. Deuxième variable, ça va être ce qu'il y a avant le arrobase. Est-ce que c'est première lettre du prénom, point nom, ou est-ce que c'est le prénom en entier, point le nom en entier? Donc on va mettre Deloitte FR mail. Hein, Tu vois là, tu as jido@deloitte.fr. Donc ça veut dire que tu sais que c'est première lettre du prénom, mhm. nom, @deloitte.fr. D'accord. On peut essayer avec, je sais pas, KPMG. Donc c'est, ouais, en plus, t'as l'IA maintenant qui va pouvoir t'aider, Mhm. qui te donne un peu ici des kpmg.com, quoi. Ok. Alors, on en trouve aussi kpmg-france.fr, Ouais. En fait, tu quelque vois, part. il y Ouais, a même mieux, il y a une astuce, c'est que je vais t'envoyer après l'appel un fichier Excel où j'ai déjà fait ce travail de recensement des structures de l'adresse mail pour le top 15 d'accord, des cabinets. Donc pour d'accord. tous les 15 cabinets, tu vas pouvoir retrouver leur format Mhm. et du coup tu vas pouvoir leur envoyer le mail directement comme ça. Tu trouves le prénom, le nom, arobase .fr ou .com et tu envoies ton mail Mhm. directement. Ok. Maintenant, la question qui va se poser pour toi, c'est comment trouver le prénom et le nom d'une personne. Ce qui est bien, bah, c'est qu'il y a LinkedIn. Et Tout à fait. quand tu vas sur LinkedIn, tu peux utiliser les filtres de manière assez intelligente. J'y avais pas pensé, même si effectivement je faisais des recherches par nom de poste. Par exemple, je peux taper auditeur junior Ouais, et puis ça me fait sortir des offres et puis j'applique le filtre par exemple par rapport à tout ce qui se trouve à Paris. Mais je faisais pas une recherche par nom de profil de recruteur en fait. ok. Voilà. Voilà, ça je viens de découvrir. L'astuce, en fait, c'est d'envoyer ces mails, pas forcément à des Mhm. personnes qui sont en poste, mais l'astuce, c'est vraiment d'envoyer ces mails-là simplement au RH pour décrocher des entretiens. D'accord. Je vais te montrer un peu le template que je te conseille, hop, que je vais pouvoir t'envoyer aussi juste après l'appel. Ok. Donc moi, c'est le mail que j'envoyais. Donc, je sais pas si tu connais un peu la technique du pied dans la porte. Non. Ok, en fait, c'est quand tu vas contacter des personnes en termes de réseautage, euh, Mhm. si tu demandes d'office à la personne de faire passer ton CV ou d'être recruté, la personne va avoir Mhm. peur parce qu'elle ne te connaît pas. Elle ne sait pas si tu vas fitter avec le cabinet. Donc la technique du pied dans la porte, c'est de commencer psychologiquement par une demande qui va être ridiculeusement faible. Et Ok. ce qu'on pourrait appeler de call to action, la demande que tu vas formuler dans le mail où tu vas contacter les RH, c'est Mhm. juste auriez-vous quelques instants à me consacrer afin de répondre à mes questions. Et ensuite, tu mets ton numéro. Ça, c'est Ok. juste un moyen détourné pour augmenter tes chances de retour. Comme ça, la personne, elle va pas se dire, tiens, si je la recontacte, c'est directement pour lui faire passer l'entretien. Au moins, elle aura l'impression d'avoir le choix de te Mhm. recontacter, même si derrière, elle ne te propose pas forcément un poste directement chez eux. Ok. Ok. Et le reste du poste, c'est simplement pour te présenter en quelques mots. Petite astuce pour, euh, pour les mails. Il faut comprendre que les mails, en Mhm. fait, c'est vraiment la tannée quand tu es en cabinet, on en reçoit des centaines. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire plus j'écris, mieux c'est. Il faut vraiment avoir la philosophie de less is more, moins c'est mieux.
et aller droit au but. Donc, faut être capable de faire l'effort de synthétiser ton parcours en une ou deux phrases maximum. Donc, plus c'est court et D'accord. mieux c'est en fait. Ok. Et donc, du coup, ça, tu m'enverras ce template-là pour que je puisse Ouais, l'adapter. ouais. Ok, Donc, parfait. ça, c'était le premier point, c'était être capable de réussir à décrocher des entretiens. Première astuce, contacter les collaborateurs directement par mail. Ok. Et d'ailleurs, l'astuce, elle marche d'autant mieux sur les petits cabinets, parce que du coup, Mhm. il n'y a qu'une seule RH ou un seul RH. Et souvent, quand tu vas sur leur site, tu peux retrouver directement son nom, ou sinon, tu peux taper le nom du cabinet sur LinkedIn, et puis tu trouves la personne, tu lui envoies ton mail, et franchement, tu vas avoir beaucoup plus de retours. Ça marche. Deuxième point qui t'intéresse aussi, c'était par rapport à ton CV, par Mhm. rapport Ouais. au CV, ce que j'en pensais. Déjà, je vais t'envoyer le CV que j'utilisais déjà à l'époque pour que tu puisses euh, t'en inspirer. Mais Mhm. on va parcourir un peu celui que tu m'as envoyé pour que je te donne un peu mon feedback. Ok. Premier point, c'est qu'en finance, le CV, le template du CV, doit Mhm. avoir un peu la gueule du secteur pour lequel tu candidates. Quand tu candidates en Ok. marketing, on a des CV avec des jauges, Mhm. on a des CV avec des couleurs, mais les templates Mhm. de CV en finance, il faut qu'ils soient beaucoup plus sobres. Ok. Je vais te montrer l'exemple. Voilà, ça c'est l'exemple d'un template de CV qui fonctionne en finance. Là, Ok. c'est, je suis en mode dark, mais je vais te les mettre en clair, ce sera plus simple, je pense. Donc là, tu vois que ça reste très 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 simple. Il n'y a pas Oui. de fioriture, il n'y a pas de couleur, et c'est ce qu'on aime en finance. Ça ressemble un peu au template de CV Harvard, et, euh, et c'est pas un CV parfait non plus. Mais moi, le CV que j'utilisais, je vais pouvoir te l'envoyer aussi, Mhm. c'était celui-là. Ok. Tu vois, donc une photo, pas de couleur, noir et Mhm. blanc, très simple et hyper lisible. Quand tu compares ces deux Ok. CV avec le tien, Mhm. quel est ton ressenti au premier abord? C'est quoi ton ressenti quand tu compares les différentes versions? Alors, déjà au niveau des couleurs, Ouais, euh, au niveau de l'entête, par exemple, candidature, là où j'ai écrit candidature au poste d'auditeur financier. ouais. Ok, le nom et prénom, donc la partie adresse, si je compare au template que tu m'as montré. En Voilà. fait, sans même rentrer dans les détails, je sais pas si ça te fait cette Mm. sensation-là, mais moi, ce que ça me laisse comme sensation, c'est un CV qui est très, trop rempli. Tu vois, genre la D'accord. partie expérience, quand tu le regardes là comme ça, elle fait très, très Mhm. chargée. Ok. On a du mal à retrouver l'information. On sent que t'as voulu bien faire, j'imagine, en remplissant le maximum Mhm. d'informations, en étant le plus précis possible. Mais la finance, Mhm. vraiment, c'est la logique opposée. C'est less is more. Mhm. Pour être transparent avec toi, quand je faisais passer des entretiens Mhm. personnellement, en général, j'avais moins de 2 minutes pour parcourir le CV d'un candidat. Et quand tu bombardes D'accord. le lecteur d'un CV avec autant d'informations, il va plus vraiment savoir où donner de la tête. Ok. Donc moi, le point le plus important que j'aurais fait sur ton CV, ce serait être capable déjà, euh, en termes de lisibilité, de réussir à Mhm. synthétiser. Moi, la règle que j'avais, elle était très simple, mais de synthétiser une bullet point sur une ligne maximum. Ça veut dire qu'une Ok. tâche doit tenir sur une bullet point. Pas deux, D'accord. pas trois, mais vraiment une seule. Ok. Tu auras le Ça marche. C'est choix. bien noté. Ouais. Mais T'allais dire quoi, pardon? Excuse-moi. non, oui, en fait, j'ai bien compris par rapport à ça, parce que quand je regarde effectivement sur ton template, Ouais, surtout la partie déclaration fiscale, bon, moi, j'essaie de donner plus de détails par rapport à ce que je faisais dans la déclaration fiscale, mais ouais. voilà, je me disais, si on se limite seulement à dire je faisais les déclarations fiscales, est-ce que la personne saura concrètement ce qu'on fait là-dedans? Et puis voilà. Mais oui, là, je suis en phase avec ce que tu dis par rapport à au fait de synthétiser, en fait. Ouais. Tu as différentes approches. Oui. Ton CV, il faut que tu te l'appropries. Tu seras pas forcément à l'aise avec l'approche hyper synthétique que moi j'avais personnellement. Donc tu peux quand même trouver Mhm, un juste milieu. Par exemple, en mettant déclaration mhm, fiscale, deux points et en précisant un peu plus que ce que j'ai fait.
mets Ouais. dans la philosophie, une fois que tu auras corrigé ton CV, dézoome, fais l'effort de te mettre à la place d'un recruteur et demande-toi, est-ce que ça fait trop chargé ou est-ce que c'est assez lisible? Mhm. Et si tu sens que ton D'accord. CV il est trop chargé, il n'est pas lisible, là tu sauras que tu as Mhm. un travail de synthèse à faire. OK. Ok. Donc je t'enverrai les templates pour que tu puisses les adapter, Mhm. mais moi c'est le premier ressenti que ça me donne. Et tout va tourner autour de ça, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, Mhm. sur le CV, on a tendance à mettre en valeur les tâches qu'on a le plus souvent faites. Mhm. La stratégie que je te recommande d'avoir, c'est plutôt de mettre en avant en premier les tâches, en tout cas de laisser de la place aux tâches qui te mettent vraiment en valeur et qui te distinguent OK. des autres candidats. D'accord. C'est pour ça que ce que je trouve dommage sur ton CV, c'est qu'il n'y a pas du tout de place qui soit laissée pour la partie centre d'intérêt, Mhm. alors qu'il y a plusieurs lignes qui sont prises pour la partie compétences. Oui. La partie compétences, c'est l'une des parties les plus surcotées des CV et qui est la moins intéressante, tout simplement parce que, en fait, les compétences, elles sont déjà présentes au sein de tes expériences. OK. Tu vois, le côté maîtrise de la suite Office, Mhm. c'est un truc que presque tous les candidats mettent sur leur CV, mais une personne qui va lire ton CV, elle va pas forcément se dire, tiens, ce que je vais retenir de cette personne-là, c'est qu'elle a Mhm. un bon esprit d'équipe, une culture financière générale, c'est un terme qui est vraiment très vague, alors que si Mhm. tu mettais beaucoup plus de place à la partie son intérêt, je pense que ça aurait plus d'impact. Ça marche. OK. Pour te donner un exemple, moi ce que j'avais fait, c'est que, tu vois, pour la partie lecture, j'avais précisé mes lectures, mais c'était pas forcément planifié, j'avais pas anticipé ça, mais tu vois, j'ai mis crypto-monnaie parce que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, et Mhm. dans la majorité des entretiens que je passais à l'époque, on était encore en 2019, les crypto-monnaies, c'était le sujet qui revenait le plus souvent parce que en face de moi, j'avais des managers, des seniors qui aussi Mhm. étaient intéressés par les investissements, par les placements financiers. Et il y avait parfois, ça arrivait parfois qu'on échangeait autour justement des centres d'intérêt que j'avais, particulièrement des crypto-monnaies. Par exemple, la course à pied, euh, Mhm. tu vois, c'est fréquent la course à pied ou c'est assez rare? Je le fais souvent, même ce matin, j'ai fait mon 6 kilomètres de course. Voilà, tu vois. Tu vois, ce truc de Ouais. discipline, de course, moi aussi je fais de la course 2 fois par semaine. Tu vois, si je Mhm. t'avais un entretien et que tu m'avais dit, on parlera après de comment structurer tes entretiens, mais si Mhm. par exemple quand tu t'étais présenté, tu m'avais dit à la fin de ta présentation que tu pratiquais la course à pied assez régulièrement, enfin tu peux Mhm. être sûr que j'aurais profité de l'échange pour sortir un peu du business et te parler un peu d'homme à homme, on va dire, de course à pied. OK. Alors que, est-ce que j'aurais eu envie de te parler de la culture financière générale? C'est pas aussi sûr. Ouais. Donc moi, j'étais assez drastique. À la partie compétences, je l'ai simplement enlevé du CV pour vraiment laisser la place à OK. des choses qui comptaient beaucoup plus et qui me distinguaient des autres candidats. D'accord. Autre interrogation que j'ai pour toi, c'est que je vois qu'il n'y a pas de partie spécifique pour les associations. Est-ce que c'est parce que tu n'en as pas fait ou t'as pas pensé à le mettre en valeur? Alors, les associations, j'en ai pas fait en tant que tel, mais j'en ai fait, par exemple, des clubs d'anglais. Euh, En fait, quand j'étais au Mali, donc je fréquentais le centre culturel américain Ok. où on avait 2 séances, par exemple, par semaine, les lundis et les jeudis. Donc, une séance de discussion les lundis après-midi et le jeudi, c'était une séance de discussion aussi autour d'un film qu'on regardait ensemble en anglais. Et après, au lycée aussi, j'étais le club d'anglais, en fait, le président du club d'anglais English Club Chiritokola. Je Donc, vois, où j'ai je eu, vois. voilà, Comment il s'appelait le club, tu m'as dit? English Club Chiritokola. Ok. Et du coup, t'es bon en anglais par rapport à la plupart des gens ou t'es juste dans la moyenne? On va dire, je suis plutôt bon parce que j'en ai pratiqué quand même pendant une bonne partie de ma scolarité et puis je parle couramment anglais. Ok. When was the last time that you practiced, for example, football or basketball? The last time I think I may say 2 months ago because I stopped it just before Ramadan, the fasting months, and Ok. then when
when we came at the end of the month, so I was not, more, flexible enough in order to practice it. But I really like going to the gym, hit the gym, and also running is my favorite, let's say hobbies. Est-ce que tu vois, je peux en venir un peu à te poser la question là, parce que est-ce que tu vois le Ouais. pouvoir du storytelling que tu peux développer avec ça? Non. C'est-à-dire que tu débarques en entretien, tu dis Mm. bonjour, je m'appelle, je suis ici parce que moi je vais passer 4 à 6 ans en audit financier et ensuite potentiellement rejoindre la direction financière d'une entreprise. Mhm. En termes de parcours, j'ai fait du contrôle interne, j'ai fait beaucoup de comptabilité qui me serviront Mhm. aussi à bien comprendre ce que je vais auditer derrière en tant qu'auditeur junior. Et Mhm. sinon dans la vie, c'est vrai que moi je suis assez discipliné pour me pousser et pour être bien, comme on dit à la fois dans la tête et dans le corps. Je pratique du Mhm. running et surtout, je vous avoue que l'anglais, depuis que je suis jeune, c'est un truc qui m'attirait. Quand j'étais au lycée, j'étais président du club Oui, ce d'anglais. J'ai club Chéri continué Topola. aussi, voilà, c'est ça. J'ai Mm. continué aussi à l'université. Mm. Donc, quand tu entends ça de la part d'un candidat, tu vas te dire, cette personne-là, elle va être bonne en anglais. Et je pense que tu sais déjà que l'anglais dans les cabinets, c'est hyper important. Donc, Exactement. pourquoi ne pas, euh, c'est ce que je t'invite à faire, vraiment enlever tout ce qui ne sert à rien, donc enlever les compétences, Mhm. etc., pour laisser, comme je l'ai fait sur mon CV, une vraie place à ta vie associative. Ok. Sauf que pour parvenir à avoir de la place, pour avoir la section expérience, vie associative et formation, comme encore une fois, Mhm. less is more. Aux Mhm. UK ou aux US, parfois, ils acceptent d'avoir des CV sur 2 pages. En France, c'est Mhm. 1 page maximum. Donc ça veut dire que tout le travail que tu auras à faire, c'est un travail de synthèse. D'accord. Et d'ailleurs, tu peux utiliser l'IA hein, si tu veux gagner du temps. Tu utilises un peu l'IA déjà ou pas? Si, si, si. ChatGPT et DeepSeek, Ouais, je les utilise généralement euh, par exemple, analyser quand je fais mon propre analyse, par exemple, sur les données. Après, pour les peaufiner, je demandais à ChatGPT de les rendre un parfait. peu plus professionnels. Voilà. Ouais. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser un mix entre toi et GPT. C'est-à-dire que tu Mm. commences par formuler à ta façon les éléments qui te paraissent importants, parce que ChatGPT va peut-être t'enlever des éléments qui sont importants. Dans le CV, on aime bien Mhm. quantifier les choses. Je pense que tu l'as très bien compris parce que tu Mhm. le mets à chaque fois. Donc, tu mets bien la quantification, tous les éléments qui te paraissent importants. Tu copies-colles euh, Mm. ta ligne et tu demandes à Chat de te réduire ta ligne Mhm. pour qu'elle apparaisse une seule fois, tu vois. Ok, Ok. parfait. Ok, donc ça c'était les éléments les plus importants. Maintenant, on va rentrer dans les petits détails. Un Mm. truc qui est à bannir en finance sur les CV, c'est tout ce qui est jauge. En fait, les jauges, ça veut tout et Ok. rien dire à la fois. En finance, on est bien factuel, on n'est pas en marketing. Donc, Mm. la convention, c'est de mettre la langue, ton niveau avec la matrice des langues, Ouais. c'est celle-là. Le niveau A1, A2, Ouais. euh, Toi, je jusqu'à pense que C2 en fait. t'es combien de niveau du coup? Tu estimes être combien? Alors, je pense je suis B2+. Ouais. J'ai pas Je pense que t'es fait le C1. truc de C1. Ouais, je pense que t'es Mm. C1. Je pense que t'es C1 personnellement, donc je te conseillerais de mettre C1. Moi, je suis B2, mais toi, à mon avis, t'es D'accord. C1. Et du coup, Ok. tu mets C1, tu mets anglais courant. Tu fais anglais, enfin, je vais te montrer, ce sera plus simple. Moi, ce que je faisais, c'est ça. Mhm. Genre anglais, courant, Mm. et tu mets ton niveau. Donc C1. Parfait. Ça marche. Parce que d'ailleurs, mon expérience chez HD Asset Management, c'était C'était en anglais. purement 100% en anglais, oui, parce Bah, que tu le vois. headquarter, c'était au UK, donc les daily, les weekly, c'était totalement en anglais, en fait. Ouais. Mm. Ça, Mm. on pourra en parler après si tu veux, ou on pourra en parler quand tu auras des entretiens, mais Mhm. je vais te parler franchement, ce que je trouve dommage en fait parfois avec les candidats, c'est que il y a des profils comme les tiens. euh, Quand on se limite à leur CV, on se dit c'est un candidat comme un autre. Par contre, quand on commence à te parler, à creuser, monsieur a été président, monsieur a Ouais, bossé beaucoup en anglais, on se dit mais attends, il a des arguments en fait à faire valoir. Et souvent, c'est ça. au-delà même du manque de précision qu'il y a sur le CV, il y a aussi un manque de Mhm. précision dans la qualité du storytelling. C'est-à-dire que tout ça, il faut vraiment comprendre que si tu n'en parles pas pendant l'entretien, c'était Mhm. déjà arrivé d'ailleurs d'avoir des entretiens, tu en avais combien jusqu'à présent? Pas forcément pour la rentrée de septembre 25, mais avant ça. Je pense que j'ai passé.
en France ici une bonne dizaine d'entretiens. Ok. Déjà, surtout au moment où je cherchais mon alternance et tout. Donc oui, j'en ai passé énormément d'entretiens et où à chaque fois, ben, j'essaie quand même à chaque fois par exemple sur YouTube, euh, il y avait vraiment des coachs qui donnaient des techniques, des astuces, mettre en avant ses compétences clés. Et puis, effectivement, il y avait l'histoire du storytelling qui revenait, mais personnellement, je suis pas, peut-être que il faudrait peut-être un petit accompagnement à ces niveaux, mais j'ai peut-être du mal voilà, vraiment à rendre les choses un peu plus attrayantes à ces niveaux, quoi. Bon, les entretiens que tu as passés jusqu'à présent, Oui, est-ce que tu réussissais quand même, on va dire au cours de l'entretien, à oui. évoquer ton niveau en anglais, le running, etc. Ou est-ce que c'était pas des sujets qui revenaient sur la table? Alors, les sujets, en fait, ça revenait, c'est, par exemple, quand on demandait let's switch in English. Donc là, à ce niveau, donc, forcément, à la plupart déjà, ils disent, ouais, mais vous parlez super bien anglais. Et après, c'était toujours le petit stick, en fait, le petit gap, ce serait toujours que non, celui-ci, il a déjà un profil, en fait, son expérience est beaucoup plus proche, en fait, du poste qu'on recherche par rapport à toi, même si vraiment ton niveau d'anglais est beaucoup plus meilleur par rapport à lui. Voilà. Donc, moi, effectivement, c'est surtout ça que je me doute le plus, c'est par rapport aux différents parcours que j'ai faits et tout, vu que c'était pas une ligne droite où j'ai pas fait, par exemple, plus de 2 années consécutives, c'est-à-dire dans un poste tel que en audit financier. Si j'avais fait, par exemple, mes 2 années d'alternance directement auprès d'un cabinet, je me disais peut-être que je serais beaucoup plus coté par rapport à d'autres profils. Et il y a autant de ces questions-là qui reviennent. Donc, je me disais qu'il n'y avait pas de raison, mais est-ce que aussi, voilà, donc pas mal de questions, de remise en question, de remise en, peut-être un peu de perte de confiance en soi, ça, c'est humain, quoi. Donc, tout ceci, ça me bouscule un peu et je me sentais un peu perdu en quelque sorte, en fait. Voilà. Ok. Alors, je te parlais franchement, le fait que tu aies déjà 30 ans, le fait que tu n'aies pas encore d'expérience en audit, clairement, ça va pas jouer en ton avantage. Ça va être D'accord. beaucoup, beaucoup plus dur pour toi que pour quelqu'un qui sortait d'école, qui sortait d'un master CCA en 2025 et qui a 20 ans, 22 ans. Oui. Moi, j'ai pu accompagner beaucoup de personnes, du coup, au sujet des entretiens, et j'ai jamais eu un candidat qui cochait toutes les cases. Donc, il y a toujours, en tant que candidat, on a toujours, on va dire, des éléments sur notre parcours qui font que pour nous, ce sera plus compliqué que pour d'autres personnes. Oui. Mais finalement, c'est un peu la philosophie stoïque qui pousse les gens à se concentrer uniquement sur ce qui est dans leur pouvoir. Toi, t'as pas le pouvoir de réécrire ton passé. Toi, le seul pouvoir que tu as aujourd'hui, c'est ton niveau de Oui. préparation, ton niveau de détermination dans tes candidatures. OK. Donc, par rapport au sujet de euh, j'ai de l'appréhension, je suis bousculé par rapport à est-ce que j'ai vraiment un profil qui va les intéresser. Si tu restes stoïque, tu peux pas vraiment perdre du temps à te poser ces questions-là parce que tu n'auras jamais la réponse et ça te fera pas avancer. D'accord. Maintenant, moi, le conseil que j'ai pour toi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours, c'est de prendre le temps de réfléchir et de poser surtout mes pensées sur écrit. Donc, je sais pas si tu le fais déjà, mais quand tu as des choses comme ça qui te travaillent, je te conseille Mhm. vraiment de passer quelques heures, de décortiquer ce qui te dérange et de le poser sur papier, de l'écrire. Tu vois, OK. moi, je l'écrivais sur mes notes téléphone, quoi. OK. Parce que quand tu fais pas ça, l'esprit humain a tendance à ressasser les mêmes choses H24. Donc en fait, tu vas systématiquement repenser à la même chose et du coup, tu vas stagner. Alors que quand tu le poses sur écrit, la prochaine fois que tu repenseras à cette chose-là, vu qu'on a tous une mémoire un peu Mhm. visuelle, tu vas repartir ta réflexion de ce que tu as déjà écrit. Donc en fait, tu vas pouvoir avancer intellectuellement. Donc OK. décortique précisément ce qui te fait peur, ce qui te dérange, et ensuite trouve des moyens de répondre point par point à chacune de Mhm. tes craintes quelque part.
OK. Crainte numéro un, j'ai fait du contrôle de gestion, j'ai fait du contrôle interne, j'ai Mhm. beaucoup bougé, et du coup, en quoi est-ce que c'est cohérent avec l'audit financier? Comment répondre à cette crainte-là? Je te pose la question. Selon toi, quel est l'avantage? Qu'est-ce que tu aurais appris le contrôle interne qui pourrait être utile Mhm. en audit financier? Là, on est en train de travailler le storytelling que tu vas avoir dans l'entretien. Ouais, d'accord. OK, ah ouais, effectivement, déjà en contrôle interne, donc le fait qu'on analyse un peu les procédures internes et puis on s'assure que ces procédures sont bien mises en œuvre. Donc ça pourrait intéresser, ça pourrait être utile dans l'audit financier sur la partie, sur la période d'intérim où on intervient en fait, effectivement. Et puis voilà, donc je pense oui, il y a forcément, il y a tout le temps en fait des petits liens à faire qui peuvent être utiles, J'étais en train de te qui peuvent chercher les rendre. slides là, de la Junior Academy pour te montrer les périodes d'intérim parce que je pensais pas que tu la connaissais, Ouais, mais tu la connais ouais. déjà. Oui, justement, je te suis beaucoup et surtout tes publications m'aident beaucoup même pour bien mieux comprendre les différents seuils, que ce soit le seuil de signification, celui Ouais. de planification et le seuil de remontée. Donc ça, c'est grâce à tes posts que j'ai compris tout ceci et les différents cycles. Aussi, bon, à l'école, parce qu'on On avait vous par en exemple parle, ouais. un autre prof d'audit interne, c'était un CAC directement et puis il nous expliquait de A à Z la procédure d'audit, quoi. Donc, Hmm. ouais. Maintenant, on fait le lien effectivement par rapport à ce que j'ai fait à l'audit. Oui, je pourrais éventuellement, si j'ai mis mes là-dessus, donc je peux éventuellement trouver de quoi dire quoi, pour convaincre le recruteur. Voilà. C'est assez simple, hein. C'est-à-dire que Oui. on nous dit que tu as quand même 30% d'intérim. Toi, Mhm. quand tu vas avoir un intérim, tu vas rouler sur l'intérim parce que tu connais déjà bien le contrôle interne. Et l'audit Oui, interne, bah, ce qui te manque, c'est juste de formaliser ça et de construire ton discours. c'est ça. C'est de construire OK. ton discours. En fait, il y a une stratégie par rapport à la construction du storytelling, c'est simplement de commencer par la fin. C'est de commencer par la fin et aussi par rapport au poste, on va dire, aux expériences que tu as. Il y a une méthode qui s'appelle STAR, qui fonctionne un peu par Mhm. entonnoir, qui est de dire, tu vas commencer par présenter le contexte, situation, ensuite les tâches, Mhm. ensuite les actions, ensuite les résultats. Et du coup, quand tu vas faire ton STAR, quand tu vas présenter, par exemple, ton expérience en audit interne, vu que toi, tu as Mhm. déjà anticipé parce que tu as pris tes notes, que tu as peur qu'on te dise que l'audit interne, c'est pas quoi avec l'audit financier, tu peux Mhm. couper l'herbe sous le pied au recruteur Mhm. lors de ta présentation initiale, par exemple, en expliquant directement que les postes que tu as eus jusqu'à présent te permettront derrière de mieux auditer. Quand tu étais en Ouais. comptabilité, par exemple, t'as saisi des écritures? Justement, oui. T'es allé jusqu'à la plaquette ou pas? Alors, pas forcément, non, parce que c'est le cabinet d'expertise qui s'occupait de cette partie. Ok, Donc, nous, on se chargeait voilà, des tâches quotidiennes et ouais. après, le grand livre et tout. Donc, c'est qu'il suffisait juste qu'il fasse l'export et puis préparer les états financiers. Ouais, c'est quoi l'écriture de dotation des amortissements, par exemple? Ben, si c'est bon, on sait que par exemple pour une immobilisation quelconque, un matériel de bureau, si c'est un amortissement linéaire, on débite le compte d'amortissement, c'est-à-dire le compte de dotation aux amortissements, et puis on crédite le compte d'amortissement du matériel en question. C'est l'inverse, c'est 681 au débit, c'est le 6 au débit et au Oui, crédit, c'est le 28. Mais c'était c'est quand même ça. pour te souligner que bah, tu as compris que l'audit, c'est de vérifier ce que font les comptables. Et donc, dans Oui, ta présentation initiale, dans ton storytelling, tu peux aussi dire d'emblée que ton expérience que tu as eue en comptabilité, tu as travaillé sur tel ou tel mhm, cycle, tu sais que c'est des cycles qui vont revenir en tant que junior aussi en audit financier, et que du coup, oui, ça te permettra d'être meilleur, quoi. d'accord. Ok. Alors, juste avant de repasser sur la partie des candidatures, est-ce que tu avais d'autres questions Mhm. par rapport à tout ça? Euh, Tout est clair Pas hein, pour pour l'instant. moi Ok. jusqu'à ouais. Alors, je vais finir avec le CV, comme ça tu auras la fin. Alors, donc on a vu un peu, on est rentré dans le détail. Coordonnées, il n'y a pas grand-chose à Mhm, dire. Compétences, c'est pas nécessaire. Français, c'est à changer. Son intérêt, c'est à préciser. mhm. Euh, ah bah ok.
T'as déjà précisé finance, management, audit, ça c'est pas mal. Oui. Football, par contre, basketball, course à pied, essaie de réduire peut-être à deux, ce que tu pratiques le plus. Si tu pratiques vraiment les trois, il faut quand même que tu Mm. précises, faut quand même que tu précises un peu quoi, en fait, ce que tu expliques depuis combien de temps tu le Ouais. fais, etc. Donc ça peut être intéressant. D'accord. Euh, Ouais, ce serait plutôt le football et la course à pied parce que basket, c'est ouais, depuis le Mali, quoi. Mais sinon. ok. Bah voilà, course à pied, par exemple, c'est intéressant de préciser, enfin, combien de Mm. fois par semaine tu pratiques, etc., combien de temps tu cours, combien de kilomètres tu fais. Mhm. Euh, alors, ça c'est bon. Alors là, c'est un peu bizarre. Ça et Mm. ça, on est d'accord, c'est la même expérience, hein. Alors C'est, oui, en fait, c'est la formation en fait INSEC MSI, donc en audit et contrôle de gestion en fait. si Donc ça après part la pas sur la deuxième même ligne, ligne, c'est ouais, parce que t'as pas eu de place, c'est ça? ouais, je pense que j'avais pas Ok. de suffisamment de place et automatiquement c'est Ça, faut revenu faire à très la ligne. attention, hein, parce que le diable est dans les détails. Il faut vraiment que ton CV soit impeccable. D'ailleurs, une fois que tu l'auras D'accord. corrigé, tu pourras nous l'envoyer. On te fera une revue pour qu'il soit Ok. parfait. Mais là, il faudra que ça se tienne sur une seule ligne. Et moi, je t'invite vraiment à changer de template Mhm. parce que du coup, l'autre template te permettra vraiment d'avoir tout sur une seule ligne, quoi. Ouais, de mettre tout. Ok, Ouais. ça marche. D'ailleurs, petite info, je vais t'envoyer les deux, mais ça, c'est celui que j'utilisais à l'époque. Maintenant, j'ai quand même une Mhm. compréhension un peu mieux de la finance. Et si je devais te Mhm. conseiller un template, ce serait celui-là quand même, qui est Ok. beaucoup plus axé finance et beaucoup plus clair selon moi. Tu peux juste rajouter ta photo ici et traduire les termes en anglais, quoi. Ok, Et en plus, il est ça plus marche. malléable, tu pourras plus facilement rajouter des bullet points, etc. Ce sera plus clair si tu utilises celui-là. Justement. Est-ce que tu conseillerais que ça soit, par exemple, que ça tienne sur une page ou ça peut aller Ah, au-delà d'une page, par ah exemple? non, c'est interdit. Enfin, interdit, c'est un bien grand mot, mais en France, non. En Hmm. France, c'est vraiment une page maximum. Il n'y a que au UK, je crois qu'ils autorisent deux pages, mais Mhm. vraiment en France, c'est une page maximum. Ouais, Mais il ok. faut vraiment être sans pitié, hein, vraiment tout ce qui n'est pas le plus, qui ne met pas en valeur, tu le cuts, Mhm. tu le supprimes sans état d'âme. Ok. Alors, au sujet des candidatures, on a abordé les deux principaux sujets, Mhm. CV, euh, méthode de recherche. Mhm. Euh, Maintenant, j'ai quand même senti que pour toi, il y a aussi un sujet de défendre ton parcours, de défendre ta candidature. Oui. Et je voulais qu'on réfléchisse un peu ensemble, à part si tu as d'autres thèmes que tu souhaites aborder par rapport à la technique, ou par rapport à l'audit, ou par rapport au monde des cabinets, avant de parler de Mhm. la partie storytelling, etc. Ouais, donc je pense que c'est bon, on peut y aller là-dessus, hein, on Ok. peut y aller sur la partie. Ouais. Ok. Alors, je vais te poser des questions pour mieux comprendre le pourquoi du comment. D'accord. Première question, euh, pourquoi avoir commencé en audit interne, contrôle de gestion? Alors, déjà vu que la formation, c'était un master audit et contrôle de gestion, donc je me disais que ce serait utile de découvrir sur le terrain les deux métiers et afin de pouvoir aussi euh, mieux clarifier le schéma à apprendre. Est-ce que je serais plutôt en audit ou je serais plutôt en contrôle de gestion? Donc, j'ai trouvé pour la première année, donc j'ai trouvé une alternance en contrôle de gestion. Donc, je me suis dit, ben, tiens, ça fait partie aussi de ma formation, donc je commence avec ça. Et la deuxième année, donc, je cherchais à explorer en fait l'audit et quand j'ai trouvé l'offre d'audit interne au sein d'IDEX qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires, donc je n'ai pas hésité à foncer pour découvrir en fait le monde de l'audit. En contrôle de gestion, du coup, c'était un peu la suite logique de ton master. Mais du coup, Exactement. audit, à part les 2 milliards d'index, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'audit C'est plutôt en fait interne? la partie procédure interne et aussi la formalisation en fait des contrôles euh, qui m'a beaucoup plus attiré. Et dans l'annonce, il y avait question en fait de contribuer au déploiement d'un outil qui va permettre en fait de formaliser les contrôles internes. Et vu que ça m'intéresse aussi le côté IT en fait de pouvoir en fait automatiser en fait les tâches. Et donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de découvrir comment est-ce que ça va se dérouler depuis l'annonce du projet de mise en place, tout le déroulement, tout le processus jusqu'au déploiement final, en fait, la prise en main de l'outil. Et j'ai même eu à accompagner, par exemple, les comptables, en fait, qui devaient formaliser ces contrôles-là, à les accompagner à l'utilisation de l'outil en question. Ok, c'est assez clair.
Maintenant, on va parler franchement de toi à moi. Quand tu étais à l'époque en master ou après ton expérience en contrôle de gestion, Mhm. qu'est-ce qui t'a vraiment attiré en audit interne? Parce que c'était vraiment le côté où Index avait un projet d'implémentation de ce contrôle-là, ou vraiment de toi à moi, est-ce que c'était juste par opportunisme? Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré en fait? Donc, on va dire c'était la partie surtout investigation qui m'attirait le plus. En fait, le fait d'aller à la découverte de l'information, de s'assurer vraiment que ce qui est fait est cohérent par rapport à la réalité. Donc, c'était ça qui m'intéressait. Ok, ok. Mm. Ça, tu le disais en entretien ou pas? Jamais, non, on me l'a jamais posé comme question et j'ai jamais eu l'idée de la poser sur la table. Ok. En tout cas, c'est intéressant. Mm. Contrôle de gestion, audit, potentiellement que tu avais aussi d'autres craintes par rapport à ce qui s'est passé avant, mais avant finalement, tu que de la comptabilité. Sans prendre du recul par rapport à Tout, ce qu'il y a dans ton CV, en tout cas, tu as compta, tout contrôle de à fait. gestion et audit, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Et même actuellement, je suis dans la compta parce que, comme je te l'ai dit, depuis septembre 2024 jusqu'à maintenant, ça fait 10e mois que je suis en CDI compta, Ok. assistant comptable, donc sur la partie comptabilité client, quoi. Maintenant, la question que j'ai, c'est que si je vois un peu tes expériences au passé, donc 2 ans en comptabilité, Oui, 1 an en contrôle de gestion, 1 an ou 2 ans en audit interne, je crois que c'est plus ou moins 1 an. oui. À quel âge tu as fini tes études, ton master? J'ai fini mes études à 30 ans. D'ailleurs, en fait, pour mon parcours, c'était un peu parce que moi, j'ai fait le bac au Mali depuis 2013. Et compte tenu de la situation sociopolitique, donc il y avait, on a passé pratiquement une année et demie en fait pour commencer en fait les procédures. Donc parce que moi j'ai commencé l'université au Mali, donc j'ai fait la première année, mais bien avant il y avait des grèves intempestives avec vraiment la situation qui était chaotique. Donc j'ai perdu à peu près 2 ans avant d'aller au Maroc. Et quand je suis parti au Maroc, j'ai dû recommencer au niveau de la première année, malgré que j'étais arrivé pratiquement à la fin de la licence, quoi. Voilà, donc c'était pour un nouveau départ et là-bas également, donc quand j'ai commencé jusqu'à niveau licence, j'y ai passé 2 ans après ma licence à travailler, comme je l'ai dit, au niveau de la relation clientèle, où j'ai passé deux bonnes années de travail. Donc ça fait quand même 4 ans on va dire, éparpillé hein, entre, voilà. Donc sinon j'aurais dû quand même terminer à l'âge de au maximum 25 ans, 26 ans. Quel a Mm. été le déclic pour toi? Parce que Mm. tu étais au Maroc, tu avais déjà une paye, tu avais un salaire, tu étais un conseiller Tout à fait. clientèle. Est-ce que t'as pas eu un moment où tu t'es dit, je vais rester en conseiller en clientèle, je vais pas aller en finance? Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a dit, je vais quand même continuer pour la finance? Comme j'ai dit, moi, mon ambition, c'était d'accéder à une direction financière d'une entreprise. Et donc, je me disais que le poste dans lequel j'étais, ça ne pouvait pas me permettre d'accéder à ces postes-là. Donc, c'est pourquoi j'ai dû tout abandonner et puis venir en France pour continuer directement en audit et contrôle de gestion. Parce que cette histoire finalement d'accès à la direction financière d'une entreprise, c'est né quand? Ça a commencé quand? En synthèse, en cours. Depuis que je faisais mes études de licence, hein, parce que euh, on avait des profs en fait qui nous parlaient, qui nous racontaient, et puis en fonction de ce qu'on étudiait, les cas pratiques qu'on avait, on me disait que ce serait plutôt intéressant voilà, d'être un contrôleur de gestion ou pourquoi pas un FP&A. Donc voilà, en fait, ces questions-là nous taraudaient toujours l'esprit, mais comme on dit, des fois, on est obligé de passer par certaines étapes. Surtout au Maroc, j'avais pas de soutien financier en tant que tel. Donc, c'est moi-même qui finançais mon séjour, mes frais d'études et tout. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, c'était comme ça, en fait, tout ce qu'on trouve, on prend. Et puis, on s'est dit, bon, en attendant que Dieu fasse grâce. Et puis, Ok. voilà. Donc, Mm, pour que ce soit clair, le mm, sujet de la direction financière, ça a germé dans ta oui. tête quand tu étais en licence ou quand tu as des profs Toujours. qui ont commencé à te parler? Ou est-ce que C'est c'est quand le prof, vraiment, ce sont les profs qui m'ont vraiment à convaincu. quel point ils t'ont convaincu? Qu'est-ce qu'ils ont fait que ça t'a convaincu eux, que eux ils t'ont convaincu par rapport à faire ça? C'était frappant, qu'est-ce qu'il y a eu Déjà, de spécial par rapport à ça? Déjà, lors des présentations, en fait, je présentais tellement bien, en fait, mes slides. Quand je faisais, par exemple, une analyse, par exemple, d'une variation d'une période à une autre,
Et puis j'expliquais les causes racines par rapport à ça. Et ils appréciaient tellement ça qu'ils m'ont dit, mais attends, toi, tu peux être un bon analyste, toi, tu peux être un Ok. bon. Donc, du coup, c'est à partir de là, effectivement, que j'ai été convaincu. Est-ce que tu as eu un prof qui t'a pris sous ton aile? Oui, oui, j'ai eu un prof qui m'a vraiment aidé, surtout sur la partie comptabilité, parce que quand je partais après le bac, en fait, j'avais pas je maîtrisais pas très bien la comptabilité financière et ce prof-là, vraiment, il m'a beaucoup aidé avec les documentations comme il faut. Il me suivait de près, en fait, jusqu'à ce Hmm. que je suis arrivé à Ok, maîtriser certaines choses. Ouais. ok. On va finir en passant 2-3 minutes sur ce sujet. On va sortir un peu de ton CV, on va parler entre toi et moi. Euh, on t'a du temps libre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Déjà, le sport, pendant mon temps libre, donc je pars à la salle de sport au minimum 3 fois par semaine. La course à pied 2 à 3 fois, généralement le samedi et dimanche matin. Donc ça c'est voilà, c'est le must-do. Après ça, je pars souvent voir des amis. J'aime voyager parce que par exemple ici en France, je suis avec mon grand frère qui se trouve à Bordeaux, donc je passe souvent le voir et aussi des amis où on peut se voir de temps à autre. Mais on va dire, je suis un peu plus casanier hein, parce que je consacre mon temps à la lecture aussi. J'aime beaucoup lire et je passe des certifications. Je passe actuellement la certification FMVA. Je pense que ça te parlerait un peu C'est quoi? de la certification FMVA chez CFI. CFI, je pense que le FMVA, c'est le Financial Modeling and Valuation Analyst. Ok. C'est quoi ton top 3 Voilà. des livres que tu aimes? Alors, le top 3 des livres, en termes de développement personnel, déjà, bon, j'ai commencé par Dale Carnegie, Comment se Ah, faire mais des amis et j'étais également sûr. comment, et comment parler en public. Ouais, Après, je pense que je dois même l'avoir à côté. Donc, Dale ouais. Carnegie, Bah, ça, franchement, ça me choque parce que bon, déjà, c'est mon livre préféré aussi. Mais ouais, vraiment, je dirais peut-être 50%, 60% des gens qui lisent du dev perso, ils le citent en premier, quoi. C'est incroyable chez lui. Mais bref. Quoi c'est d'autre? ça. Et aussi, j'ai lu récemment Robert Ouais. Kiyosaki, pardon, à Père chaque fois riche, père j'écorche pauvre. son prénom. Père riche, père pauvre. Mais en dehors C'est de ça, dev Père riche, perso, Père pauvre. Pardon? il y a un dev perso, c'est Carnegie. En dehors de dev perso, ton deuxième livre, c'est quoi? Alors, j'aime lire aussi des romans ou même comment dirais-je, je lis souvent des récits et des essais. Actuellement, par exemple, je lis Le dérèglement du monde de Amin Maalouf. Ok. C'est un auteur iranien, mais qui raconte vraiment un peu plus la vision du monde actuel, à savoir la géopolitique, les tensions entre les différents pays. Bonjour, alors déjà merci de me donner l'opportunité de défendre ma candidature. Du coup, je suis diplômé d'un Master 2 que j'ai fait à l'INSEC en audit et contrôle de gestion. Et actuellement, j'occupe un poste de comptable chez Avocat Finance. Alors, moi, j'ai eu un parcours qu'on pourrait qualifier d'assez international, puisque j'ai commencé au Mali, où j'ai effectué ma licence déjà en finance. Et je dirais que le tournant pour moi en termes académiques, en termes de projet, c'était justement quand j'étais en licence, puisqu'on avait eu la chance d'avoir comme prof des intervenants qui étaient du coup déjà en finance en particulier, qui travaillaient en tant que contrôleur de gestion. C'est vrai que ça m'a assez convaincu que c'était un métier qui était aussi fait pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai acté le projet justement de travailler au sein d'une direction financière et en particulier d'exercer en France. Et c'est ce que j'ai fait dès que j'en ai eu l'opportunité puisque tout de suite après, j'ai fait un master en audit et contrôle de gestion à l'INSEC. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que, après avoir réalisé cette expérience, avoir échangé avec des gens qui avaient fait de l'audit financier et qui étaient dans l'équipe dans laquelle j'étais chez IDEX en audit interne, j'ai compris quelque part que l'audit financier, de par le fait qu'on vérifie les mécanismes financiers qui sont produits par les comptables, qu'on vérifie les états financiers, ça permettait de développer une compréhension assez fine de la finance et que ce serait la voie royale d'ailleurs pour exercer ensuite en tant que contrôleur de gestion. Donc, maintenant, je souhaite passer 4 à 6 ans en audit financier pour ensuite basculer vers la direction financière d'une, je l'espère en tout cas, d'une grande entreprise.
Et pour finir en quelques mots, c'est vrai que moi je suis assez intéressé par la lecture, en particulier j'ai commencé par le développement personnel et ensuite je me suis orienté vers de la fiction, comme des essais notamment et divers romans. Et surtout, la particularité que j'ai, c'est que voilà, je pratique assez régulièrement du sport, à raison de 3 à 5 fois par semaine. C'est un peu un mix entre salle pour la musculation et running. Super. Donc l'avantage de ça, c'est de couper tout de suite l'arche sous le pied aux questions qui te fâchent. Pourquoi le contrôle interne? Pourquoi le contrôle de gestion? Pourquoi les 4 ans au Maroc? Pourquoi les 30 ans? Et puis du coup de commencer l'entretien sur de bonnes bases. Ça marche. Et ça, c'est juste depuis la part, en fait, depuis la phase présentez-vous ou parlez-moi de vous. C'est OK. C'est ça qui est fort, c'est que cette présentation-là, c'est la présentation que tu vas devoir dérouler quand on va vraiment tout dans le début de l'entretien. Genre on va te demander, bah présentez-vous, tout de suite tu déroules ça, quoi, tu vois. Super. OK. Comme ça, tu réponds tout de suite à toutes les questions qu'on pourrait, Exactement. Ouais. toutes les objections qu'on pourrait Anticiper. avoir, quoi. Ouais. Parce que j'avoue Ok. qu'effectivement, cette partie, on se dit, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre? Il y a quand même un trou, il y a un écart. Donc, voilà. Écoute, je t'enverrai ça. Ouais. Je sais pas si tu avais d'autres sujets que tu souhaitais aborder. Ouais, donc déjà, tu as répondu on va dire, à la première question ou la question centrale, c'était est-ce qu'il y a moyen d'avoir une structure? Ouais. Voilà, donc ça, tu viens de faire cette démonstration de force. Et ça, je l'apprécie. Merci beaucoup. Et la deuxième question, c'est, à ton avis, personnellement, est-ce que tu penses que j'ai de grandes chances, en fait, à décrocher un poste d'auditeur financier à partir de la rentrée prochaine, J'ai pas la sur la réponse. base Ouais. sur la base par exemple, de mon parcours? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des parcours similaires, toi, en tant que senior, par exemple, quand tu recrutais? Est-ce que tu penses réellement que des profils comme le mien ont une chance, en fait, d'être recrutés en audit financier au sein d'un Big Four, par exemple? Ok. Si tu me poses la question pour un Big Four à Paris, j'ai pas eu de personne dans mon parcours, dans tous les entretiens que j'ai menés, et même Mhm. avec pas forcément des gens que j'ai fait passer en entretien, mais par rapport aux personnes de ma promo, des gens qui ont rejoint, j'ai pas eu des Oui, gens de 30 ans qui ont rejoint le Big Four dans lequel j'étais en tant que junior. d'accord. OK. C'est pour ça que je pense que pour les grands cabinets, ça va être compliqué. Mhm. Ils sont un peu entêtés, ils sont un peu têtus par rapport à ça. Ils ont Mhm. des cases à cocher, j'ai l'impression un peu des grilles qui font que je peux me tromper. Je connais pas toutes les personnes qui sont entrées en tant que junior, mais j'ai Mhm. l'impression quand même que c'est plus compliqué. D'accord. C'est pour ça que la stratégie que je te conseillerais d'avoir, et tu as compris que c'est la stratégie que j'ai aussi utilisée, puisque moi j'ai pas Mhm. commencé dans un grand cabinet, j'ai commencé dans un petit cabinet au début, puis dans un moyen cabinet, puis dans un top Mhm. 10 et enfin dans un Big Four, c'est de passer par des cabinets qui sont toujours plus grands. Si toujours, bien sûr, tu as la volonté OK. de monter, parce que tu m'avais fait comprendre aussi que ce que tu voulais, c'était aussi apprendre et que tu n'étais pas non plus fermé que au grand cabinet. OK. Donc par rapport au Big Four, j'aurais Mhm. tendance à dire que ce sera compliqué. Par rapport au petit cabinet, je pense que c'est beaucoup plus faisable. Mais si j'étais à ta place, je candidaterais avec la même énergie, Big Four et petit cabinet, et puis je laisserais le destin Mhm. choisir. OK. Ça marche. Ok? C'est bien noté. Merci Pas de pour ces souci. Et détails. sache que moi, ça m'a pris 4 ans. Ça m'a pris 4 ans de candidature avant d'être accepté. Alors que je cochais les cases. Genre, bah, j'avais fait une école Neoma, j'étais jeune diplômé, j'avais de l'expérience en comptabilité, j'avais même une expérience en audit. Donc ça a pris 4 ans avant d'être accepté dans un Big Four. Et c'est pour te dire que parfois c'est le sort qui choisit. Toi, la seule chose que tu peux Mhm. faire, c'est vraiment bombarder, quoi. C'est vraiment être hyper carré dans tes candidatures, être structuré, être discipliné. Et j'ai Mhm. senti que tu l'étais déjà, parce que tu candidates non-stop depuis octobre. Donc Tout franchement, à fait. juste maintenant que tu as des bonnes méthodes, tu as des meilleures méthodes en tout cas, j'espère que ça te donnera plus de chance dans tes candidatures. Super. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, dans tous Effectivement, les je pense cas, qu'avec ouais, excuse-moi, je avec t'ai les coupé. outils que tu m'as mis à la disposition, tels que le template et tout, donc je vais pouvoir l'adapter correctement et puis Ouais. et voir ce que ça va me donner. Ouais. Dans tous les cas, sache que c'est que le début de l'accompagnement, cet appel. Ce qui va se passer dans l'immédiat, c'est que tu pourras nous envoyer ton CV et puis on te fera une correction. On pourra faire une correction du CV. Mhm.
Ok. Et puis, dans tous les cas, aussi par rapport à, enfin, quand tu seras en process dans tes candidatures, dès que tu auras la moindre Mhm. question, tu pourras aussi me la faire parvenir pour que je puisse te répondre et te débloquer, quoi. D'accord. Ok. D'accord. Ça marche. Du coup, l'accompagnement, si j'ai bien compris, c'est pas que c'est en fait ce qu'on vient de faire, c'est un début en fait pour pouvoir poser les bases et quand j'aurai d'autres questions, par exemple, j'ai une invitation pour un entretien, donc je pourrais aussi t'en parler et puis comment on pourra mieux structurer, ce sera faisable, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est que en fait, comment on fonctionne souvent, c'est que à partir du moment où on fait un coaching, ou peu importe, c'est Mhm. même une personne qui suit la, parce que je sais pas si tu le sais, mais tu as le guide des candidatures aussi sur auditeco.fr qui pourrait Mhm. t'intéresser aussi. C'est une formation spécifique par rapport aux candidatures. Ça reprend un peu les D'accord. informations que je t'ai présentées aujourd'hui. Euh, Mhm. donc ça risque de faire un peu doublon parce que tu as déjà eu pas mal d'informations. Mais si tu veux retrouver tout ça et retrouver à ton rythme, tu pourras retrouver ça sur auditeco.fr. Ça marche, c'est noté. On va y arriver. Merci beaucoup, Dylan. Avec très grand plaisir. À très vite. Voilà. À Salut. très vite. Ciao.